Eddie Cadour est poète et romancier. Il a reçu le Goncourt du premier roman en 2005 pour Waltenberg. Son livre Les Prépondérants a reçu, lui, le prix Jean Frostillet 2015, le Grand Prix du roman de l'Académie française 2015 et le prix Valérie Larbaud 2016. Vendredi 28 mai 2021, Eddie Cadour présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son nouveau livre La Nuit des Orateurs, paru aux éditions Gallimard. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Petite introduction, je voudrais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver. On n'a pas eu de rencontre littéraire de tout l'hiver, de tout le printemps. La dernière, pour moi, c'était fin septembre. Donc je suis vraiment ravi de vous retrouver et de retrouver la présence aussi des romanciers dans la librairie. Ça fait beaucoup de bien, ça redonne un petit peu de souffle. Et je suis d'autant plus ravi de recommencer avec le livre de Eddie Cadour qui est sorti au mois de janvier, La Nuit des Orateurs, qui est un roman qui à la librairie, tous nous a beaucoup emballé, que j'ai lu une première fois au mois de décembre, alors dans le feu de l'action de Noël. On fait une lecture comme ça pour préparer la rentrée d'hiver, et que j'ai relu là cette semaine pour préparer la rencontre, et qui m'a peut-être encore plus plu la deuxième fois que la première. Alors, La Nuit des Orateurs, c'est une plongée dans la Rome du 1er siècle, après Jésus-Christ. On est sous le règne de l'empereur Domitien. J'avais prévu de faire une petite blague avec les prépondérants. Il y avait une présence du cinéma qui était assez forte. Je sais pas, pour ceux qui l'ont lu, il y avait une équipe de cinéma qui faisait un tournage de film dans la petite ville où se passait l'action. Là, je m'étais dit, on continue un petit peu avec le cinéma, sauf que ce ne serait pas un péplum, parce que le traitement de l'Antiquité que fait Eddie Cadour est très loin du péplum d'Hollywood ou même du péplum de la Cinecittà. Mais il y a quand même quelque chose de ça. Et on est aussi très loin de la littérature classique, de la tragédie classique de chez Racine, où les personnages sont beaucoup plus polissés que ce qu'ils apparaissent là dans La Nuit des Orateurs. Pour ceux qui n'auraient pas lu le roman, je fais juste un petit résumé très rapide, non pas de l'action, mais de la situation. Donc on est à un moment où un sénateur qui s'appelle Sénécio a gagné un procès contre un gouverneur d'une province à l'ouest de l'Espagne qui a été accusé d'extorsion et de malversation. Et Sénécio a reçu l'aide dans les plaidoiries de 2 sénateurs et de 2 personnages très haut placés dans l'Empire et auprès de Domitien. C'est d'un côté Tacite, qui a des charges très lourdes aussi dans l'Empire, et Pline le Jeune, qui se retrouvent tous les deux dans le même sac, accusés de crimes de lèse-majesté et accusés de comploter contre l'empereur Domitien. Il faut rappeler que Domitien, mais on va en parler un peu plus longuement, était un empereur manifestement extrêmement paranoïaque et qui avait très peur des complots, comme beaucoup d'empereurs romains, hein, et d'ailleurs il a fini assassiné. Donc le roman se déroule l'espace de cette fin d'après-midi et nuit, même pas 24 heures en fait, on est sur un temps de 12 heures, vous allez plus vite qu'une tragédie classique, où on va voir, chapitre après chapitre, tous les aspects de cette histoire-là que Eddie Cadour reconstruit pour nous. Donc le livre est un regard porté sur ce que c'est que le pouvoir à Rome, ce que c'est que l'exercice de la tyrannie, mais c'est aussi une prise de contact avec des réalités de la vie quotidienne à Rome. C'est aussi un très beau roman sur le pouvoir de la langue latine, le pouvoir de l'art oratoire, et un très bel hommage aussi à toute la littérature latine. Mais ça, on le déplorera un petit peu plus loin Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours de romancier, parce que quand même, vous écrivez peu de romans. Depuis 2005, c'est 4 romans. Et jusqu'à maintenant, vous nous aviez habitués à traiter exclusivement le XXe siècle, dans un aperçu, alors comme Waltenberg des fois, sur un balayage de tout le siècle, ou des périodes. Les prépondérants, c'était les années 20. Mais qu'est-ce qui vous a porté ce coup-ci à aller si loin dans le temps pour nous ramener à la Rome du 1er siècle? Je dirais qu'au fond, c'est d'avoir trouvé une bonne histoire. J'étais en train de relire Tacite et Pline. J'avais commencé par Pline parce qu'il y avait une nouvelle édition des Lettres de Pline qui venait de sortir chez Budet avec beaucoup de notes critiques. Et je m'étais donc replongé dans la correspondance de Pline,
qui est une vraie œuvre d'écrivain. Hein. Ce n'est pas seulement une correspondance. Et c'est là que je suis tombé sur ce qu'on a appelé l'affaire Baebius Massa, qui avait tous les ingrédients de la bonne histoire. C'est-à-dire que quelque chose dont on peut se dire à la fois c'est pas possible et ça s'invente pas. On peut se dire ça de façon presque concurrentielle d'une histoire. On sait qu'on tient de quoi faire un récit. Après, il va y avoir quand même du travail, mais on est porté. Ça, c'est un des éléments. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre élément ? J'avais revu le Fellini, le Satyricon, et je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène initiale du Satyricon, qui est le suicide d'un couple de l'ordre sénatorial, et la femme avait une beauté assez extraordinaire. J'ai eu envie de faire un récit qui intégrerait ce personnage, dont on ne donne même pas le nom d'ailleurs, si je me souviens bien, dans le Satyricon. Après, je me suis laissé porter. Mais c'est pas compliqué de trouver parce qu'on sait bien qu'il y a peu de la matière qui reste pour les historiens, c'est compliqué à retrouver et injecter du roman là-dedans, parce que les lettres entre Pline et Tacite sont juste des allusions, c'est pas des. En plus, oui. il doit en manquer certaines. Vous voulez parler de l'arrière-plan et du contexte ? Oui. Oui, je me suis aperçu que dans le dossier de mon ordinateur, là, j'avais 1200 articles. Mes lectures entre le français, l'anglais et l'allemand sur la question et la période. Je n'ai pas fait attention, j'ai accumulé comme ça, j'ai lu comme ça pendant 5 ans. Hein. Sur la question du procès Massa. Non, sur la question, sur la période. Sur cette époque-là, et puis voilà. Donc il y a effectivement une documentation, et puis après il faut lisser, il faut abandonner, il ne faut pas que ça sente l'affiche, hein. Donc il faut nettoyer tout ça, hein, voilà. Et puis surtout, au fond, il faut faire. Il faut que vos personnages, il faut les mettre en action. Surtout pas parler d'eux, il ne faut même pas faire de l'accompagnement psychologique. Il faut le plus souvent faire en sorte qu'ils aient un certain nombre de gestes à faire, éventuellement d'affrontements entre personnages. Voilà, il faut qu'ils soient toujours en action. C'est pour ça que le roman, au fond, commence par une descente depuis le Viminal jusqu'au Forum, en passant donc par le chemin qui descend le Viminal, et puis on passe par la Via Subura, et pour déboucher ensuite sur le Forum, derrière le temple d'Auguste. Oui, mais ça, le romancier que vous êtes, il a besoin d'une visualisation parce que le chapitre sur le quartier de Subur, qui est le deuxième chapitre, il est extrêmement précis. Et oui, comment vous le visualisez, ça ? On a des descriptions d'historiens. Ensuite, chez Martial, il y a quand même pas mal de petites choses aussi, hein, dans des ricochets, des demi-vers, des choses comme ça. Et puis, c'est assez bien renseigné, comme disent les historiens. On sait que quand on descend sur la Via Subura, on passe à un moment donné par le quartier des libraires en particulier, et puis qu'on va arriver sur la Cloaca Maxima, sur l'entrée du grand égout, là, qui va ensuite se déverser dans le Tibre, qu'il y a l'arrière du temple d'Auguste, qu'il y a un chemin qui mène le long d'un petit forum qui longe la Curie et qui débouche directement à hauteur des Rostres, quoi, sur le forum. Non, j'avais un plan bien en tête. Il y a des très beaux plans faits par des érudits latins, anglais et allemands. Et puis j'avais aussi un très beau plan de Rome par Jacques Chaillet, à la fin d'un des albums d'Alix. Il y a un beau plan de Rome. Alors, il date de Dioclétien, puisqu'il y a les termes de Dioclétien dans le plan. Mais si on met les termes de Dioclétien à part, ça n'a pas beaucoup changé à l'époque. Les temples principaux, les forums. Donc j'avais ce grand plan qui doit faire 2 mètres sur 1,50 mètre, donc qui était étalé sur une grande table dans mon bureau. Et je me battais souvent avec le chat parce qu'il avait tendance à occuper un peu cet espace, justement. Il avait un goût particulier pour cette carte. Mais enfin, voilà. Ça permet de visualiser et surtout d'avoir une idée des temps à mettre. Combien de temps faut-il pour aller de tel endroit à tel endroit ? Qu'est-ce qu'on voit quand on est sur le Viminal ? Et là, je me suis servi de Google Maps en relief pour m'installer sur le toit d'un hôtel qui est sur le Viminal. Et de là, on voit quand même le haut du Colisée. Même encore aujourd'hui, donc on devait le voir. Même encore aujourd'hui, oui. On devait le voir d'autant plus. Voilà. Est-ce qu'on a des traces, des plaidoiries de Sénéchio, des choses comme ça qui ont rapport avec le procès de Massa ? Non, on n'a pas de traces de Sénéchio. Non.
Les seuls textes qui nous soient parvenus, ce sont ceux de Pline, de Tacite. Alors il y a Plutarque également, mais Plutarque est jeune quand il arrive. À Rome, il n'est pas encore... Juvénal également est très jeune. En 93, il faut bien voir que Tacite doit avoir un peu plus d'une trentaine d'années. Quintilien est le plus âgé de la bande, si j'ose dire. Il a 55 ans à peu près. Oui, il a été leur professeur aussi. Voilà, enfin, il a été le maître. le maître. de leur C'est le oratoire. premier à avoir bénéficié d'une chaire. Auguste avait créé une chaire d'art oratoire confiée à Quintilien. C'est-à-dire que sur le forum, il faisait cours contre un pilier. Il se mettait contre un pilier, puis il faisait cours à des gens qui s'installaient autour. C'était une gageure en même temps. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais relu justement Quintilien, et l'une de mes réflexions de l'époque, c'était si j'arrive à faire du roman avec ça, ça va quand même être intéressant. Parce que moi, je m'étais dit qu'en fait, vous aviez choisi cette période-là parce que c'est le dernier. Enfin, j'ai l'impression, vous allez peut-être me contredire, je ne suis pas latiniste et je ne connais pas très très bien, mais j'ai l'impression que c'est le dernier grand moment de littérature latine avant de passer aux auteurs chrétiens. Que là, on a une concentration. C'est le deuxième âge d'or de la littérature latine. On a un premier âge d'or à la charnière de notre ère, de Cicéron à Auguste, donc Cicéron-Virgile. Vous voyez, c'est ça. là, on a une première grande plage. Et puis là, à la fin du siècle, on a une deuxième grande plage, donc avec Tacite, avec Pline, avec Martial, avec Juvénal, avec Quintilien. Voilà, donc, sans compter les poètes de la première époque. Et puis, oui, Pétrone, il y a eu une hésitation pendant longtemps sur Pétrone, parce qu'il y avait un Petronius Niger qui était à la cour de Néron. Et donc, on a, dans un premier temps, pendant longtemps, fait de Pétrone un contemporain de Néron. Mais il y a des érudits, Stéphane Ratti et Robert Martin, qui se sont attelés à la question de façon sérieuse et qui ont bien montré qu'il y a un certain nombre de détails dans le Satyricon qui font que ça ne peut se trouver que vers la fin du 1er siècle. Il y avait même un moment dans une scène où vous mettez en scène Pétrone qui fait une lecture de ces textes. Et je m'étais dit que c'était aussi peut-être un des points de départ du livre. Que c'était ce moment-là, ça marquait vraiment, au travers de la littérature latine, au travers des auteurs, notamment ce que vous dites de Pétrone, que Rome est en train de rentrer vraiment dans sa caricature et dans le déclin le plus total. Vous dites, les mots avaient beau poursuivre les choses, et leur contraire, ils ne parvenaient plus à construire autre chose que la caricature d'un monde où aucun Romain ne pouvait se reconnaître, tout en sachant que c'était le sien. Un monde que le vice, l'argent, la violence et l'anarchie avaient à jamais emporté. Le mal l'avait emporté sur le bien, et Pétrone disait pire, Cassure après Syncope, Ellipse après Cassure. Il disait que le monde n'est même plus l'affrontement désordonné du bien et du mal, du beau et du laid, l'affrontement des grands contraires chers aux philosophes. Dans la voix de Pétrone, il n'y avait plus vraiment de contraire, le monde devenait une caricature des contraires, le contraire de tout ce à quoi s'attendait l'assemblée des amateurs de bonne littérature. Oui, parce qu'il y a une séance de lecture donc, dans le roman. Les Romains étaient grands amateurs de lecture. C'est-à-dire que les personnages importants avaient dans leur villa une salle avec une cinquantaine de sièges, un peu comme ici. Et donc, ils réunissaient chez eux le soir des amis, des relations, pour justement donner des lectures. Martial, d'ailleurs, se moque, disant qu'il n'y a plus moyen de débarquer chez un ami sans tomber sur une lecture le soir. Quoi. Ça devient une engeance. Quoi. et donc, j'ai inventé que Pétrone, comme nous ne disposons que de fragments du Satyricon, j'ai inventé que Pétrone lisait en public donc des fragments de son œuvre en cours. Mais il y a des choses très intéressantes et très fortes, en particulier la fin du Satyricon, dans l'édition qu'on a aujourd'hui, qui est un regroupement de textes comme ça. Mais à la fin, il y a toute une série de petits textes sur 3 pages, dont l'ensemble fait pratiquement un art littéraire. La fin du Satyricon est un art littéraire, avec en particulier cette idée, c'est qu'un écrivain ne peut pas raconter correctement les guerres civiles si il ne s'est d'abord profondément nourri de littérature. Que seule la littérature est capable de rendre compte de l'innommable des guerres civiles. C'est une idée très forte, qu'aucun analyste jusque-là de Pétrone, qu'aucun historien n'a vraiment traité, mais il y a cette très belle idée que seule une écriture littéraire peut se hausser au niveau de force exigé par les guerres civiles. Il y a des scènes qui sont très fortes dans les récits de la guerre civile d'une époque où, par exemple, le soir, après les massacres de la journée, le soir, sur le forum, il y avait des gens qui erraient
avec une tête à la main et il cherchait le corps correspondant. Oui. À la lueur des torches. Une scène absolument... Fellini ne l'a pas tournée, celle-là, dommage. Oui. Et donc, le rapport avec la décadence, vous n'avez pas eu envie de montrer Rome à ce moment de décadence ? Ou Rome caricature d'elle-même. Je ne suis pas sûr que ce soit une décadence ou que les gens en aient eu le... Ou alors la décadence commence toujours très tôt, depuis Tarquin. Vous voyez, c'est, le viol de Lucrèce, c'est déjà un acte décadentiste. Donc là, on est toujours la décadence de quelque chose. Si, rhétoriquement, on se réfère toujours aux mœurs d'avant pour dire à quel point on est dans la dégénérescence. Cicéron est un grand spécialiste de la chose. Mais ce qui se passait avant, au temps de Sylla par exemple, n'était pas non plus particulièrement reluisant. On a quand même l'impression qu'à ce moment-là, ils sont quand même dans la glorification d'un passé qui est complètement éteint. Alors ils ont effectivement... Alors ça va dépendre. Ça va dépendre de la situation politique qui est la vôtre. Le Sénat romain est sous l'Empire, il est toujours, je dirais, discrètement républicain. Auguste leur a quand même joué un sale tour, que depuis on est dans l'erreur. Donc pour eux, il faudrait faire effectivement ce retour à Mont qui réduirait l'imperator à quelques fonctions de façade. Ben justement, parlons de comment s'organise le pouvoir, parce qu'on a bien l'impression que le Sénat n'en a absolument aucun, que tout est concentré dans les mains de Domitien qui fait absolument ce qu'il veut, tout en laissant faire pour le décorum. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas si simple que ça. On le voit par exemple pour l'administration des provinces. Oui. Il y a des provinces dont le statut est celui de province impériale, dépendant de l'empereur, et des provinces dont le statut est celui de province sénatoriale, dépendant du Sénat. Et donc l'empereur est obligé de respecter cette coutume, cette tradition. C'est toujours très, très, très difficile d'empiéter sur ce genre de choses. Vous avez donc un jeu à deux acteurs, le Sénat et l'empereur. Le populus, du Senatus Populusque, le populus, en fait, a disparu en tant qu'acteur politique. Il est devenu plebs, il est devenu plèbe, et il a quitté le forum pour le grand amphithéâtre. Il rugit, mais au grand amphithéâtre. Et puis, il y a encore un acteur supplémentaire qui est celui des légions. Puisqu'au fond, depuis César, à Rome, le pouvoir se prend. Vous descendez à Rome avec vos légions, et puis vous prenez le pouvoir. Voilà. Et donc, il y a un peu aussi cette hantise d'une descente de légions. Oui, il y en a une qui fait particulièrement peur, c'est César était venu de Gaule et de Grande-Bretagne, mais il y a aussi les légions qui sont les plus aguerries, ce sont celles qui sont sur le Rhin. Oui, en gros, de Cologne à la frontière suisse. Enfin, voilà. Là, on a au moins cinq grosses légions de vétérans, de gens qui savent se battre, etc. Et on craint beaucoup l'arrivée de ces légions-là. Il y en a une que vous citez, je ne sais plus, c'est laquelle ? Vous dites que celle-là, si elle débarque, c'est la fin de tout. C'est sûr que... Oui, c'est la Victrix. La Victrix, voilà. Oui, la Victrix, oui. Oui, ce sont des gens habitués à se battre, oui. Ouais. Donc, les légions, ou bien la garde prétorienne, qui peut aussi devenir un acteur à part entière. Au fond, on a un système politique plus complexe que simplement une opposition entre l'empereur et le peuple. Oui, ou même l'empereur et le Sénat. Du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus. Et puis, il y a les prises de pouvoir individuelles. Et puis, il faut faire, même quand on est acteur, il faut éviter de se débarrasser totalement d'un protagoniste. Parce que sinon, vous vous retrouvez nez à nez avec l'autre. Oui. Oui, si vous liquidez le Sénat, vous vous retrouvez nez à nez avec les légions. Si vous tapez trop sur les légions, c'est le Sénat qui va en profiter. Voilà, donc il y a toujours un minimum d'équilibre à conserver. Ouais. Et c'est ce qui rend finalement la position de Domitien aussi complexe et qui favorise sa paranoïa, parce que c'est quand même un personnage il a des raisons de se méfier, hein, de toute façon. Oui. Ça n'en doutons pas. Oui. Mais il est quand même plus que d'autres. Paranoïaque. Enfin, c'est quand même un personnage que vous restituez qui est extrêmement cruel et extrêmement manipulateur. Oui. C'est un grand marionnettiste aussi. Oui, mais on ne peut pas rester empereur pendant un certain nombre d'années sans faire preuve d'un minimum de savoir-faire. Mais il ne faut pas oublier que Tacite et Pline en ont dit pis que pendre. Donc les textes
sont très défavorables à Domitien. On verra d'ailleurs ce qu'il en est de Tacite et de Pline dans cette histoire-là. Mais les autres traces que nous avons, celles qui sont fournies par l'archéologie et la numismatique, nous racontent une autre histoire. Quand on retrouve des deniers à l'effigie de Domitien, alors soit l'effigie complète, soit la trace après un martelage du denier, parce qu'il a été victime de ce qu'on appelle la damnatio memoriae. On a maudit sa mémoire. Donc on a martelé toutes les pièces à son effigie et tout ce qui pouvait être à son effigie. Mais on retrouve quand même des deniers à l'effigie de Domitien, de Cologne à Meknès et de l'Atlantique à l'est du bassin méditerranéen. Ça veut quand même dire quelque chose sur l'activité économique et sur la grande circulation dans l'Empire. C'était donc une époque de prospérité, d'expansion et assez forte. Ce n'est pas seulement ce bal des maudits que racontent Tacite et Pline, qui ont dit donc pique-pendre du patron, mais qui ont fait sous lui des carrières extraordinaires. Puisque en 93, Tacite est chargé, ce sont des familiers du prince d'abord, il n'y a pas de conseil à proprement parler, mais ils dînent très souvent à la table du patron. Donc Tacite, à l'époque, est chargé du recensement de la Gaule. Le recensement de la Gaule, ce n'est pas seulement compter les têtes de pipe, c'est en même temps l'évaluation des fortunes, le statut des cités, une très très grosse charge. Quant à Pline, il a pour première caractéristique d'être l'homme le plus riche de l'Empire. Il a une fortune personnelle immense. Et comme il a cette fortune, c'est très volontiers que Domitien lui a confié l'aerarium militare et l'aerarium civile, c'est-à-dire la caisse des paiements militaires et la caisse des paiements civils. Comme il est riche, il n'aura pas la tentation de taper dans la caisse. Il n'aura pas de plonger la main. Vous voyez, il faudrait imaginer aujourd'hui Bernard Arnault, régent de la Banque de France, trésorier payeur général et ministre des Finances. Vous voyez la concentration des pouvoirs financiers dans les mains d'un seul homme. Et Pline se s'en acquitte impeccablement. Et Nerva et Trajan conserveront d'ailleurs les deux personnages. Et Trajan fera même de Tacite le gouverneur de toute la province d'Asie, c'est-à-dire encore une fois tout l'est du bassin méditerranéen. Tacite finira sa carrière comme gouverneur de la province d'Asie. J'avais noté que Suétone dit dans les vies des 12 Césars, « Il ne se fit aucun scrupule de piller par tous les moyens. Les biens des vivants et des morts étaient saisis partout sur la moindre accusation venue de n'importe quel délateur. Oui. » Parce que quand même, on découvre quelque chose dans le roman. Moi, ça m'a complètement assis, cette histoire des délateurs. Ah oui. Oui, c'est tout à fait intéressant. Mais le mot délateur, dans le monde romain, n'est pas un mot péjoratif, enfin ça peut le devenir pour certains personnages, mais c'est une fonction. Parce que vous n'avez pas, dans le système judiciaire romain, vous n'avez pas de procureur, vous n'avez pas d'accusateur public. L'accusation publique n'existe pas. Donc il faut que la cause soit portée par quelqu'un qui a dénoncé quelque chose. Et d'où le délateur. Et le délateur porte donc l'affaire devant le Sénat, qui sert de tribunal, et se paye, si j'ose dire, sur la bête, avec un tiers ou la moitié des biens qui seront saisis en cas de condamnation, et puis un partage discret avec l'empereur en même temps. Voilà. Et les esclaves et les biens. Voilà. Et donc Régulus, dans le roman, est justement un délateur professionnel, donc, qui... en même temps, peut servir pour les basses besognes de l'Empire. C'est-à-dire que Domitien peut lui demander d'aller faire un tour du côté des affaires d'un tel ou d'un tel. C'est pour ça que, si je me souviens bien, c'est quand Pline le voit arriver chez lui, à un moment donné, il s'aperçoit qu'il est en train de regarder les meubles de façon assez... oui, et il fait une évaluation. Oui, et à ce moment-là, Pline se dit, il est en train de faire une évaluation. Quoi. Oui. On revient sur Domitien, qui n'a aucun scrupule à piller. Et donc, ils en ont dit pique-pendre, encore une fois, mais ils ont fait une grande carrière sous lui. Hein. Oui, mais ça, bon, oui. Vous dites au tout début, vous dites, sous un tyran, la vraie grandeur, c'est de survivre. C'est Lucrétia qui le dit. Oui. Parce qu'il y a un morcellement du ça, c'est des pouvoirs. C'est une leçon, au fond, de non-héroïsme. Oui. Sous un tyran, c'est très facile de devenir un héros et de mourir pour la postérité, etc. Il n'y a que 2 ou 3 choses très simples à faire. Quoi. Elle renverse en quelque sorte la preuve en disant la vraie grandeur, au fond, c'est de survivre, quoi, d'essayer de faire en sorte que les affaires des hommes soient menées quand même.
Parce qu'on voit bien que malgré le fait que Tacite et Pline, la richesse de Pline, la position de Tacite, le crime de lèse-majesté pèse quand même et qu'ils ne sont pas à l'abri non plus enfin, je veux dire, c'est le nœud de l'intrigue du livre. Ils ne sont pas à l'abri de se retrouver, de se faire... Personne n'est effectivement à l'abri, ça peut se passer en un clin d'œil, oui, effectivement. Oui, oui. On envoie une escouade de prétoriens vous chercher, et c'est fini. Ouais, ça, c'est quand même l'œuvre de Domitien, qui malgré tout, dans cet exercice compliqué du pouvoir, est un stratège, est un manipulateur hors pair. Oui, oui. Parce qu'en plus, il faut qu'également, il respecte un certain nombre d'équilibres, toujours. Il y a cette scène qui est dans le roman, je ne sais pas si, pour ceux qui l'ont lu, cette scène que j'ai trouvée vraiment magistrale, où Lucrétia, donc, qui est la femme de Tacite, qui est une amie d'enfance de l'empereur, et qui va plaider sa cause, donc elle va assister à un repas privé, et il y a cette passe d'armes entre Lucrétia, Flavia, donc qui est la femme de l'empereur et qui est aussi la maîtresse de Tacite. Enfin bon, on est aussi dans un petit cercle, ça tourne bien en rond, mais il y a tout un jeu comme ça dans les dialogues. On sent que vous prenez un plaisir incroyable à appuyer sur les non-dits et sur les répercussions que peuvent avoir l'évocation même, non pas l'évocation du nom d'un poète banni, mais juste d'une phrase qu'il a dite. Et rien que sur une phrase, on peut être pendu au écourt, quoi. Oui, parce qu'elle cite Lucain. Elle cite Lucain, et Lucain est un poète républicain qui a été exécuté. Il fait partie d'une génération antérieure, mais oui, c'est une référence. C'est une référence, donc normalement on évite de le citer. Et elle le cite. Et elle sème une panique pendant le dîner, parce que non seulement elle se met en danger de mort, mais ça devient dangereux d'avoir été témoin d'une chose pareille. C'est ça le problème de la tyrannie, c'est que non seulement on est pris pour avoir fait quelque chose, mais pour y avoir assisté. Oui, on peut mourir d'avoir regardé, d'avoir vu ou d'avoir entendu une phrase qu'on n'aurait pas vue. Voilà, et donc tout le monde se met à trembler, quoi. Elle en profite, elle en jouit, parce qu'elle lui rappelle que c'est lui qui le lui a fait lire. Donc à une époque où ils étaient plus jeunes, ils étaient en pleine éducation, et elle a réussi à renverser la situation comme ça. Eddie Cadour à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, vendredi 28 mai 2021, autour de la présentation de son livre La Nuit des orateurs aux éditions Gallimard. On va passer au personnage de Lucrétia, justement, parce que c'est un des très beaux personnages. Je pense que c'est aussi le plus romanesque du roman. Mais avant ça, il y a quand même quelque chose dans la façon dont vous avez structuré le livre que j'ai trouvé surprenante. J'ai l'impression que vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de personnages principaux dans le roman et que même le narrateur ou vous ne prenez pas parti pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire que vous êtes un romancier qui va donner les faits, qui va, au cours des 19 chapitres, on va avoir un aspect de cette affaire-là vu par à peu près tous les protagonistes qui vont toucher de près ou de loin, mais que vous gardez bien de dire « Ah mais non, quand même, ma préférence, elle va sur Lucrétia ou sur Tacite, qui est un bon gars. » Voilà. Il y a énormément de recul et en même temps, ça donne je trouve, tout le sel au roman parce qu'on continue d'avancer toujours même jusqu'au bout, avec les personnages les plus ignobles. Norbanus, c'est un personnage assez ignoble. Et là-dedans, malgré tout, il y a ce qui pourrait s'apparenter le plus à une héroïne, même une héroïne de tragédie, c'est Lucrétia. Oui, mais ce qu'il faut, c'est éviter le personnage cliché dans le méchant de pièce de boulevard, quoi. Voilà, ou le tréteau de l'époque. Le grand guignol. Voilà, il faut toujours faire en sorte que les personnages soient un peu plus feuilletés que des clichés. Et puis en même temps, les personnages en tant que tels n'existent pas. Ce qui existe, c'est la relation entre les personnages. C'est les antagonismes et les complémentarités entre les personnages. Lucrétia et Flavie. Oui. Et puis Tacite et Domitien. Voilà. Et c'est toujours un système. Il faudrait imaginer plutôt les personnages. Gide avait une très belle formule pour ça. Il disait que c'était des bobines de fil, les personnages. Des bobines de fil qui étaient reliées entre elles par des fils.
chaque bobine était reliée par 3-4 fils à une autre bobine qui est elle-même, etc. Et quand même, Lucrezia a un statut un peu différent, vous l'admettez? Oui, non, mais on a quand même des protagonistes. On a Voilà. 4-5 protagonistes, oui. Oui, il y a Tacite et sa femme, il y a Pline, il y a Domitien. Donc vous ne diriez pas que c'est le personnage pivot du livre, enfin, pas le personnage principal, parce que je pense vraiment qu'on ne peut pas le poser comme ça, mais c'est elle qui ressort le plus du romanesque. Oui, parce que c'est elle qui circule le plus, quand on a oui, qui passe de l'empereur à chez elle, ou qui va voir Flavie. Et sans être dans le cliché, elle est issue d'une famille aussi, d'une des grandes familles Oui, c'est la fille du général Agricola, donc, qui a conquis la Grande-Bretagne. C'est lui qui est allé conquérir la Grande-Bretagne jusqu'au nord-est de l'Écosse et qui a pacifié totalement à la bataille du mont Graupius, qui a liquidé la résistance barbare, hein, comme on disait à l'époque, à la romanisation. Il est l'auteur d'une phrase qui était restée célèbre dans l'Empire romain, parce que, vous savez, un général, un imperator, un général en chef, ça fait une harangue au moment de la bataille. Et donc, sa harangue célèbre, c'était d'avoir dit à ses soldats avant la bataille « Nec inglorium fuerit » et il ne serait pas sans gloire, « in ipso terrarum ac natura effine », qui dit c'est de tomber là où finissent les terres et la nature. Ils sont à l'extrémité nord de l'Écosse. Pour des Romains, ils sont au bord du monde. L'océan qui est là, c'est la limite du monde. Et après, il n'y a plus rien, c'est le grand rien. Et donc, ils ont le sentiment d'être là où finissent les terres et la nature. Ça donne toute la grandeur épique à la scène de la bataille du mont Graupius. Donc Lucrezia, c'est quand même une jeune femme fière, intrépide. Ce que je veux vous faire dire, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est à quel point c'est potentiellement une héroïne de tragédie que vous avez fait là. Elle a tous les ingrédients pour être... Oui, quand vous prenez une romaine qui a un peu de caractère, vous pensez tout de suite à Corneille. Vous voyez. Mais c'est vrai qu'elle a quelque chose, si vous voulez que je vous le dise, de cornélien. De cornélien en elle, mais bon, j'ai pas voulu non plus insister. Elle est plutôt en réaction à ce qui se passe. C'est pas quelqu'un qui prend comme ça des initiatives pour le plaisir de prendre des initiatives. Elle est obligée de résister à ce qui est en train de se passer, quoi. Je continue parce que, puisque vous acceptez de dire ça, je prolonge mon propos. Parce que vous faites un traitement très innovant de la façon dont on peut percevoir ces personnages, ces héros latins. On n'est pas, je le disais tout à l'heure pour la plaisanterie, c'est ni à Hollywood, ni dans les péplums, ni dans la tragédie de Racine ou de Corneille, mais parce que peut-être que vous actualisez la vision qu'on a aujourd'hui avec des choses beaucoup plus près du corps, beaucoup plus crues, il y a beaucoup plus de matière et beaucoup plus de chair qu'il n'en avait dans les péplums ou dans la tragédie classique. C'est quelque chose de nouveau, ça. C'est une façon de voir cette antiquité-là. Oui, mais en plus, j'ai découvert des choses. C'est-à-dire que la matrone romaine, au fond, est peu présente dans les textes les plus connus. Mais j'ai découvert qu'elles avaient effectivement une vie quotidienne. Elles allaient à la palestre, elles aussi. Elles allaient au bain. Certains bains étaient mixtes, d'ailleurs. Voilà, il y avait une vie sociale beaucoup plus forte que ce que les vieux Romains auraient aimé voir en même temps. Il y avait justement sur la place des femmes dans la société des réticences de vieux Romains passéistes qui trouvaient qu'elles en faisaient quand même un peu trop. Normalement, c'est vrai que le statut de la femme romaine est un statut secondaire, sauf lorsque vous êtes la fille d'un très grand personnage et d'une très grande famille. À partir de là, vous récupérez par le statut social ce qui vous est infligé par le genre. Et c'est ce qui se passe pour Lucrezia. Et dans la confrontation qu'il y a, la scène de confrontation entre Flavie et Lucrezia, vous en profitez pour dire aussi beaucoup de choses sur la façon dont on s'aime à Rome, qu'on n'a pas l'habitude de lire. La confrontation de la maîtresse avec la femme, quoi. Oui, mais en même temps, la scène cliché, c'est la confrontation de la maîtresse avec la femme. Ça, c'est Balzac. Hein. C'est La Bourse, ou je ne sais plus, une des nouvelles de Balzac, où on voit une jeune femme aller essayer de récupérer son mari, qui est peintre, si je me souviens bien. Oui. Et effectivement, quand Lucrezia se pointe chez Flavie, Flavie est d'abord persuadée qu'elle vient lui faire une scène à cause du mari. Et puis elle met un petit moment à comprendre que Lucrezia est en train de lui dire « Tout ce que tu fais avec mon mari, j'en ai strictement rien à faire. En revanche, je t'interdis de t'immiscer entre l'empereur et moi. » Et c'est plus pour elle, c'est une question de pouvoir. Tu n'as pas à essayer d'empiéter
sur mes relations, les relations que j'ai avec le pouvoir impérial. Flavie met un petit moment à comprendre ça, elle ne comprend pas tout de suite. S'aimer, surtout dans ces sphères-là, c'est aussi un travail de pouvoir sur l'autre. Oui. Dans le deuxième chapitre, quand Lucrétia va vers la demeure de l'empereur, vous citez cette histoire avec l'impératrice Messaline, où on voit bien aussi que c'est un rapport de pouvoir. Ah oui, non, oui, parce que Messaline, c'était autre chose, oui, effectivement. Oui, mais c'est toujours ça qui se reproduit de génération en génération. Alors moi j'avais noté un truc sur Rome et la République des lettres, parce que donc ça c'est aussi il m'a semblé une autre phase importante dans la nuit des orateurs, c'est la place que vous accordez à l'art oratoire et aux lettres latines et même au latin, parce que vous avez cette façon, je trouve très réussie, d'intégrer des expressions, presque parfois des phrases entières en latin, que vous arrangez non pas pour traduire juste après, mais pour intégrer dans le texte français. Je me suis dit que le livre était aussi un hommage comme ça à la langue. Ah oui, la langue latine, oui, tout à fait. Oui. J'ai essayé justement de faire en sorte que de temps en temps vienne sourdre. Voilà. Mais au fond, je me suis rendu compte, mais après, sans avoir concerté la chose, que chacun de mes romans, au fond, avait été traversé par une langue. Waltenberg, c'était l'allemand et un peu l'anglais. Savoir-vivre, c'était l'anglais, essentiellement. Les prépondérants, c'était l'arabe et l'anglais. Et puis, la nuit des orateurs, c'est le latin. Cette traversée d'une autre langue. Et ça influence votre phrase, vous pensez, ou il faut chercher ailleurs? Je sais pas, je veux pas. Ouais. Disons que comme j'ai recours à une syntaxe qui est assez allégée, qui comporte peu d'adjectifs ou de choses comme ça peut parfois faire penser effectivement à certains auteurs latins. Mais sans plus, parce qu'en plus, comme le français n'est pas une langue à déclinaison, on peut pas mettre les mots dans des positions aussi variées que dans le latin, avec les effets que ça permet. De la même façon, vous utilisez beaucoup, mais ça, c'est pas que dans le mythe des orateurs, mais le monologue intérieur, cette façon de pouvoir tuiler, qui vous permet aussi de faire des flashbacks très très facilement. Oui, en glissant finalement, sans faire d'intervention, essayer de glisser de la façon la plus fluide possible entre la voix narrative et puis le flux de conscience des personnages. On peut glisser de l'un à l'autre comme ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai pris à Virginia Woolf, dans Mrs. Dalloway en particulier, et puis dans la promenade au phare. Elle le dit très bien d'ailleurs dans son propre journal, quand elle revient sur la construction de Mrs. Dalloway. Elle dit je passe au fond d'un personnage à l'autre. Elle appelle ça des sapes. On sort de la guerre de 14. Donc, et elle appelle ça des sapes. Donc par des sapes souterraines, comme ça on passe d'un personnage à l'autre. Oui. Par des jeux de regard. Un personnage en regarde un autre, et à la faveur de ce regard, on passe dans le flux de conscience du personnage qui est en face. Oui, ou vous glissez un flashback ou une anecdote qui après, ça peut être une digression. Et tout passe, tout est lissé. Et ça, je crois, oui, depuis le début, les dialogues, vous aimez pas ça, avec les dit-il, les fait-il, Non, il y en a pas. Non, j'aime pas ces barres. Ouais, voilà. Mais non, parce que, si vous voulez, au fond, je suis très puriste. J'applique des consignes venues du XVIIe siècle. C'est-à-dire que les barres, c'est l'écriture de théâtre. Mmh. Le dialogue, c'est le théâtre. Et le récit, c'est le récit. Voilà. Ça astreint, effectivement, à travailler de façon à faire entendre les voix des personnages, mais sans ce marquage épouvantable par les tirer. Ce qui n'empêche pas, je vous assure, si vous n'avez pas lu le livre, d'avoir une impression de dialogue, notamment la scène Domitien-Lucrétia. On a vraiment un sentiment de dialogue. Alors là, maintenant, on passe à la question de l'art oratoire, parce qu'on est aussi à un moment où c'est central dans le livre. Tacite, Sénécio, Pline sont des orateurs. Ils ont appris la rhétorique, ils ont appris tout ça. Et on retrouve ça quand même à plusieurs moments dans le roman, ce plaisir que vous avez de mettre en scène ce plaisir de l'art oratoire. Mais ils ont, en quelque sorte, bazardé la rhétorique. C'est-à-dire que l'art oratoire, avec ses parties, et puis l'exorde, et puis la description, etc., depuis Cicéron d'ailleurs, l'art oratoire a été édicté, et puis ensuite, le travail de l'orateur, c'est justement de se débarrasser de l'art oratoire. Quand on s'installe à Rome, dans l'Assemblée, au moment de l'affaire Catilina, et qu'on sait que Cicéron va parler, les gens s'installent confortablement. Connaissant leur Cicéron, ils savent qu'on va avoir de l'exorde, tranquillement. Et puis, il prend tout le monde à contre-pied. Quousque tandem, Catilina, Patiemini, Catilina. Jusqu'à quand allons-nous supporter Catilina ? Il fait,
une attaque in medias res, ex abrupto, comme ça, tac. Il saisit toute son assemblée. Donc, ils connaissent leur oratoire, mais ils savent également que le maximum d'efficacité peut être accompli en se débarrassant de leur oratoire. Et chez Tacite, c'est la même chose. Dans le De Oratore, là, dans un petit opuscule qui est attribué à Tacite et qui est sans doute de lui, il y a un personnage qui se moque un peu d'ailleurs de Cicéron. Il reprend tous les tics oratoires de Cicéron. Il dit nolo irridere, je ne veux pas me moquer, c'est-à-dire je vais en profiter, je ne vais pas me moquer de sa roue de la fortune, de son ius verinum. Alors, rotam fortunet, c'est l'image qui revient chez Cicéron de la roue de la fortune. Et puis ius verinum, c'est un jeu de mots à deux balles, qui est à la fois le droit invoqué dans les verrines et en même temps le jus de cochon. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de mots pas très fort, mais qui fait quand même. Il dit en même temps, et puis cette espèce de clausule qui fout n'importe où et n'importe comment, esse videatur. Et donc une attaque sur la rhétorique proprement dite de Cicéron. Hein, Donc les Romains connaissaient parfaitement l'art oratoire et savaient également que pour être efficace, il faut s'en débarrasser. Alors, parce qu'on est dans des cercles, j'imagine, très cultivés, mais il y a une connaissance des textes, une connaissance par cœur des textes. Les Romains étaient des bibliothèques portatives. Alors, on s'est un petit peu arrêté tout à l'heure sur le chapitre de la séance de lecture. On va continuer sur d'autres, parce que je crois que dans le livre, il y a un hommage vraiment à l'ensemble de la littérature latine. Il y a des moments très marqués où vous prenez le temps d'avancer des avis sur la littérature, notamment il y a ce chapitre, j'aimerais bien qu'on s'arrête dessus, sur Virgile et sur les abeilles d'Aristée, où là vous abordez vraiment la question de la poésie. Et oui, dans les géorgiques, oui. Ouais, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu mieux. J'avoue que c'est un chapitre qui m'a échappé. C'est parce que il y a un poète qui se retrouve dans l'arène, ouais, qui joue le rôle d'Orphée. Il veut réciter en quelque sorte le chant 4 des ça, Géorgiques. c'est Tacite qui le dit dans son bureau. Qui est l'histoire des abeilles d'Aristée. Ouais. Oui, en même temps, il y a un hommage à Virgile au passage, mais il y a aussi cette scène qui est celle des gladiateurs, de l'amphithéâtre, du combat de gladiateurs, et puis de ce personnage qui joue le rôle du poète, Orphée, au milieu de l'arène des gladiateurs, qui est le mélange, au fond, qui est la liquidation dans le récit, dans l'univers romanesque, la liquidation de l'univers poétique, en gros, c'est ça aussi. Oui, parce que vous dites que on a coutume de dire qu'avec Orphée commence la poésie, et vous dites que non, c'est avec les abeilles d'Aristée que le vrai moment d'éclosion de la poésie, le vrai figuratif d'éclosion de la poésie, c'est le chant 4 des Géorgiques, et ce sont les abeilles d'Aristée, le mythe. Et c'est en même temps ce chant qui est donné, parce que le mythe d'Orphée dans ce chant 4, ça prend les 60 premiers vers. Oui. Et puis après, c'est l'histoire des abeilles d'Aristée. Et personne l'a vu de près, ça. Vous voyez ? D'accord, donc tout le monde s'est précipité sur le personnage d'Orphée, qui avait en même temps sa force mythique, ouais. Et personne n'a regardé de près ce qui se passe réellement dans ce chant 4. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte l'histoire des abeilles d'Aristée ? Comment est-ce qu'on fait des abeilles, qui sont quand même l'emblème de la poésie également, dans le monde, dans la mythologie romaine, comment est-ce qu'on fait des abeilles ? Avec quoi fait-on des abeilles ? Et c'est dit très précisément dans les Géorgiques, et c'est une conception à ce moment-là qu'on voit se mettre en place, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que ce chant de veuf un peu plaintif Orphée, quoi. Donc il y aurait une mauvaise compréhension de Virgile au départ ou Oui, je ne suis pas sûr que la totalité des latinistes finissent par s'aligner sur mon point de vue. Mais quand même, c'est une vraie histoire qui n'a jamais été regardée de près. Or, quand on regarde vraiment de près, on s'aperçoit que Aristée, dans la façon dont il reconstruit en quelque sorte les essaims qui ont été bousillés, ne raconte pas qu'une simple histoire de paysans qui récupèrent ses abeilles. C'est autre chose. Je vois pourquoi on fait de l'histoire d'Orphée quelque chose de vraiment significatif, impressionnant, etc. Et on laisse de côté cette histoire qui occupe la plus grande partie du chant 4 et qui est beaucoup plus belle, la scène d'Orphée. Et puis il y a Cicéron, là où on revient sur la question du pouvoir et de la République. Alors j'avais une petite... c'est Lucrétia qui, donc après avant d'aller voir
Domitien, elle dit ce soir, je suis trop républicaine, se dit Lucrétia. Nous rêvons tous, comme Cicéron, d'un prince éclairé, philosophe modéré, bon orateur, sans prétorien. Mais un prince comprend vite l'utilité des prétoriens. Et ce qui a ouvert la porte à César, c'est le rêve que faisait Cicéron, son rêve de princeps éclairé. C'est Cicéron, la bonne intention de Cicéron, qui a ouvert la porte à la tyrannie. Il en est responsable, même si c'est sous son nom que Brutus a tué César. Marc-Antoine a vengé César, et il ne s'est pas contenté de la mort de Cicéron. Il lui a fallu la barbarie, l'ostentation d'un geste barbare, la tête et les mains de Cicéron clouées sur le forum au rostre de la République. Vous évoquiez la fin de Cicéron et puis en plus l'impératrice qui lui pique la langue. On est aussi dans l'hommage à tout ce que la littérature latine a... Oui, et l'idée qu'il y a effectivement chez Cicéron, qui est donné comme l'adversaire républicain du pouvoir impérial, c'est quand même quelqu'un qui, dans la théorie qu'il fait de la construction politique, ouvre la porte à justement ce pouvoir impérial. Il rêve d'un prince éclairé. Le prince éclairé, autrement, il faut attendre Machiavel, quoi. Oui, mais il ne faut pas oublier que tous les gens qui ont suivi étaient des grands auteurs, étaient des grands lecteurs du latin. De Machiavel à Louis XIV, tout ce petit monde a été nourri de textes latins appris par cœur. Moi, je voulais savoir la forme. Est-ce que vous avez su dès le début que ça se passerait comme ça, sur un temps si court, sur l'espace d'une nuit, et que vous feriez comme ça avancer par personnage interposé l'histoire pour avoir un aperçu comme ça Oui, c'était intéressant idyllique, d'avoir de tout resserrer comme ça. Avec, bon, évidemment, je triche parce qu'il y a des retours en arrière. Oui, mais ça... Voilà, mais l'idée, c'était effectivement de se tenir, parce que sinon, j'allais comme d'habitude... aller à 500, 600, 700 pages. Quoi. Alors, pour des raisons de rythme, d'ailleurs, j'ai bazardé 2 chapitres qui étaient un peu superfétatoires. Je ne me dis pas en tant que romancier, je vais écrire ça pour réfléchir au XXe siècle. Il y a un contexte par lequel passe le roman occidental, au fond, depuis l'époque moderne. Hein. Je veux dire, si je voulais faire de la réflexion sur le XXe siècle, je ferais de l'histoire. Vous voyez ? C'est pas un roman historique, c'est un roman qui se situe effectivement à une période donnée, mais qui n'entre pas dans les cadres du roman historique. Je vois bien ce que c'est. Vous avez des collections qui sont des collections de romans historiques, alors, qui se passent sous Cromwell, qui se passent en Autriche-Hongrie, etc. Mais au fond, mon propos n'était pas de faire un roman historique, c'était de faire un roman. C'est pas effectivement une histoire légendaire, hein, c'est pas non plus une histoire bataille ou une histoire grand règne. Mais encore une fois, l'histoire, là, c'est seulement la trame. J'ai pas voulu brosser, comme on dit, une fresque historique. C'est en ça que c'est pas un roman historique. Un roman historique, ça aurait été de prendre le moment où Domitien va accéder au pouvoir, au moment où il se fait assassiner, d'aller chercher les grands moments de... Les romans historiques, c'est les derniers jours de Pompéi, c'est Quo Vadis, Alors Quo Vadis, j'ai relu Quo Vadis. Alors les 60 premières pages sont très bien, et puis après, ça tourne complètement. Mais là encore, c'est l'histoire d'un roman qui démarre très bien, et puis après, ça patine. On va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup, Eddy. Merci. Vous venez d'écouter à l'instant une rencontre avec Eddy Cadour, auteur de La Nuit des Orateurs, paru aux éditions Gallimard, enregistré à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 28 mai 2021. Réalisation et mise en onde par Radio Radio.